Matinée riche en échanges, nous voici de retour pour parler enjeux de territoire, dynamisme, sobriété et résilience, l'équation d'avenir. Et pour commencer cet après-midi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et j'ai envie qu'on les écoute et que ce soit eux les stars de cette journée aussi, je suis très heureuse et très honorée de réunir sur cette scène deux grands architectes pour une conversation en regard croisé autour de grands défis et des enjeux qui nous préoccupent. Merci d'accueillir Gilles Perrodin, architecte de l'atelier Perrodin, Grand Prix national de l'architecture 2024. Vous pouvez l'applaudir. Et monsieur Philippe Prost, architecte également, atelier d'architecture Philippe Prost, Grand Prix national de l'architecture 2022. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, merci déjà beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Plein de sujets à aborder, pas beaucoup de temps, mais en même temps un besoin fort d'avoir votre éclairage. Depuis le début de notre siècle, on le sait, notre secteur connaît de profondes transformations, enfin on ne sait plus quel mot employer, notamment environnementales qui ne vont qu'en s'accélérant. On assiste aussi aujourd'hui à un profond changement de paradigme. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, la question est vaste, hein, je sais pour commencer, mais quand même, est-ce que selon vous, aujourd'hui, alors que le temps semble s'accélérer à un point incroyable, est-ce qu'on est justement à un point de bascule aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut commencer. Puisque j'ai été cité... Ça marche, là, oui. Allez-y, allez-y. Ouais. Puisque j'ai été cité en premier, je vais prendre la parole. Alors, est-ce qu'on est dans un point de bascule? Moi, je pense que le point de bascule, il a déjà eu lieu il y a longtemps. Je voudrais juste rappeler qu'en 1976 ou 74-75, enfin, on a eu ce problème, la crise du pétrole, qui avait déjà nous avait suffisamment alerté sur effectivement les limites d'un développement. Il fallait le reconsidérer entier. Ça va, tu n'es pas tombé? Attention, on veut vous avoir toute la journée. Et donc, ce point de bascule, à mon avis, il a déjà eu lieu très largement. Pas plus. Un point de bascule très largement par rapport aux données environnementales. On l'a vu quand même au début, on était quand même très concentré sur le côté économie d'énergie, on va faire des bâtiments performants, on va être sur la sobriété. Mais finalement, il y a plein d'autres sujets qui sont arrivés après quand même, ce côté bas carbone. C'est oublié quand même qu'à ce moment-là, je me souviens très bien, puisque j'ai été diplômé dans ces années-là, diplômé d'ailleurs en 77, hein, l'année de la création sur la loi sur l'architecture, mais le gouvernement d'alors, qui était celui de Valéry Giscard d'Estaing, je pense qu'ici il y a quelques anciens comme moi qui doivent se souvenir de ce président. Je ne vous dirai pas l'âge que j'avais, hein, mais c'est pas grave. On avait inventé ce qu'on appelait à l'époque la chasse au gaspillage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on était déjà très engagé dans une recherche, effectivement, d'une architecture en particulier qui soit économe en énergie. J'ai même fait un concours que j'ai gagné pour l'école de la Lanterne à Cergy-Pontoise. C'était justement dans les années 80. Et c'était ce qu'on appelait, donc c'était un ensemble de concours qui était sur les écoles économes en énergie. Donc cette préoccupation a parfaitement existé. Simplement, il y a eu une sorte de résistance qui s'est produite à ce moment-là de la part on va dire de manière générale, hein, pour ne pas développer trop longtemps, chez les industriels qui ont au contraire, j'allais dire, fait du rétropédalage pour nous expliquer que non, pas du tout. On connaît bien tout le débat qu'il y a eu sur le problème du changement climatique, hein, avec tous ceux qui se sont au contraire déclarés que non, enfin, on appelle ça des climato-sceptiques. Donc il y a eu tout ce mouvement. Et aujourd'hui, comme on arrive quand même à un moment où les conséquences qu'on commence à entrevoir et à voir et même à devoir faire sont réelles et concrètes, on se dit « Ah, il faudrait peut-être qu'on s'y mette ». Mais alors justement, Monsieur Prost, est-ce qu'on peut quand même se dire que voilà, pendant très longtemps, on a beaucoup axé sur le neuf, sur comment justement avoir des bâtiments performants, etc. Normalement, il est allumé. Non? Oui. 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 Et ça marche? Oui, ça marche. Et
Du coup, aujourd'hui, quand même, est-ce que vous voyez, vous, un basculement, une révolution, une évolution? Alors oui, moi je vois un basculement qui est assez évident. Je pense que Gilles nous parle de la question de l'environnement qui est déjà dans les idées du Club de Rome, ensuite du rapport Brundtland. Mais moi je vois le basculement par rapport à l'existant. Parce que là, Gilles, tu nous parles surtout des questions de construire neuf. Et en fait, pour moi, le basculement, c'est que d'un seul coup, on a pris conscience que le bâti qui existe, les bâtiments qui existent, les mètres carrés, les millions de mètres carrés qui existent, on ne peut pas les jeter à la poubelle au prétexte qu'ils ne correspondent pas exactement à nos standards, à nos modes de vie, à nos envies, à l'esthétique que l'on aurait envie de voir développer. Non, on est obligé, et c'est une saine obligation, il faut absolument qu'on s'emploie à les récupérer, à les transformer, à les adapter. Et ça, je crois que c'est un vrai point de bascule parce que aujourd'hui, c'est vrai que la dimension intervention sur l'existant, il n'y a pas une agence d'architecture qui ne la pratique pas. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un renversement de tendance très, très important qui s'est opéré, qui n'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Alors, vous êtes mieux placé que moi, Pauline, pour savoir qu'il y a des millions de mètres carrés de bureaux vides, il y a quand même des ressources, parce que quand on parle de ressources, le mètre carré construit, c'est aussi une ressource. Alors on l'a longtemps, c'est longtemps dit, c'est pas au standard du marché, c'est pas au standard du logement, mais ils sont là, ces mètres carrés. Et si on veut éviter de consommer des ressources alors qu'on sait qu'aujourd'hui elles sont épuisables, et bien la première chose qu'on ait à faire, c'est de travailler sur cet existant. Et je citerai Françoise Choët, qui était ma professeure et qui avait une très belle phrase pour dire ça, c'est que l'intervention sur l'existence c'est une façon de compléter, de transformer une œuvre de manière inédite. Et cette façon d'intervenir sur une œuvre qui préexiste, c'était aussi pour elle ce qui caractérisait le savoir-faire de l'architecte. Françoise Choët, vous savez, c'était une philosophe, professeure, qui a écrit son livre le plus connu est l'allégorie du patrimoine. Et je pense qu'elle avait détecté très, très, très en amont les dangers, d'ailleurs, pour le patrimoine, qui sont ceux de la touristification, je ne sais pas si ça se dit comme mot, enfin, de la mise en tourisme excessive, ou du pastiche, de la reproduction, alors qu'il y a tout un champ gigantesque qui est celui d'intervenir sur l'existant. Mais justement, est-ce que ça a changé aussi votre manière de faire, votre métier? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, sur cette question de la transformation de l'existant? Alors, la transformation de l'existant, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe. C'est vrai que la ressource de l'existant est une ressource absolument incroyable et qu'il faut effectivement travailler avec. D'ailleurs, personne n'a jamais refait des villes en les détruisant totalement. On a toujours une sorte de construction sur la reconstruction. Et on pourrait même dire que, et je crois que tu le dis même parfois, c'est que, ou le disait Braudel aussi, c'est que l'existence, c'est aussi notre histoire. C'est un élément de la culture. Donc, il est indispensable, si on veut travailler sur l'avenir, hein, Braudel disait qu'un pays sans histoire n'a pas d'avenir. Hein, donc, il est clair que le travail sur l'existant est un travail fondamental. J'allais dire que ça fait partie de notre culture, de notre manière de faire, effectivement, quelque chose pour l'avenir, mais qui a conscience du passé. Donc, c'est pas simplement, j'allais dire, physiquement des mètres carrés, etc., dont on est bien certain qu'ils sont là, mais c'est aussi une démarche intellectuelle qui est celle de reprendre ce qui a existé dans sa dimension culturelle, de ce qu'elle a été à un moment donné. Est-ce que c'est plus difficile, du coup, de travailler aujourd'hui ? Oui, je pense que ça oblige à mobiliser un certain nombre de savoirs, de techniques, de savoir-faire. Et je pense que d'intervenir sur l'existence, ça nous oblige à la fois à une certaine forme de créativité, d'intelligence de la transformation. Ça nous permet de découvrir des solutions qu'on n'aurait pas imaginées si on travaillait qu'à construire des bâtiments neufs. Et je pense même que dans les écarts qui caractérisent les existants par rapport à nos besoins programmatiques d'aujourd'hui, il y a une forme de liberté qui peut s'exprimer. Quand vous travaillez à partir d'un programme où on vous dit il y a telle hauteur sous plafond, la pièce doit faire telle dimension,
Quand vous construisez un bâtiment neuf, a priori, vous allez partir plutôt sur cette idée. Quand vous travaillez sur un bâtiment existant, peut-être que la pièce est plus haute, peut-être qu'elle est mono-orientée, mais avec une vue incroyable. Peut-être que finalement, elle ne va pas être rectangulaire, elle va prendre une autre forme. Donc vous avez un matériau, j'ai envie de dire, l'espace à disposition, qui vous permet une forme de créativité que vous n'auriez pas quand tout le programme est balisé, qualifié et qu'il s'agit de construire un bâtiment neuf. Alors finalement, est-ce que c'est pas faire plus d'architecture encore? Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que je n'avais pas pensé à... Peut-être pas plus, mais en tout cas, c'est une ressource aussi en termes de créativité. C'est-à-dire que ça vous oblige à dépasser ce que vous auriez peut-être fait spontanément. Parce qu'à chaque fois... à chaque fois, vous êtes dans un cas particulier en réalité. Vous êtes face à un bâtiment qui a une histoire, là, Gilles le rappelle, c'est aussi une histoire, c'est aussi une transmission. Ça veut dire qu'on sait d'où on vient, qu'on sait peut-être où on espère savoir où on va aller. Donc c'est quand même tout un contexte. Et évidemment, ça nourrit ça. Ça nourrit l'architecte, mais ça nourrit pas que l'architecte, ça nourrit la société. Parce que la société, elle se développe, elle se transforme. Finalement, elle fait sienne un certain nombre de sujets. Regardez l'architecture, le patrimoine moderne, l'architecture du XXe siècle, qui a longtemps été mal jugée ou en tout cas dépréciée. Bon, maintenant, on est au 21e, donc on commence à prendre la petite distance nécessaire pour se dire que finalement, ça, c'était pas mal. Bon, on ne l'a pas du tout entretenu pendant 30 ans, donc évidemment, aujourd'hui, le bâtiment, il n'est pas en très bon état, mais il a des ressources, il a des qualités, il a des potentialités. Et évidemment, c'est quelque chose qui est vraiment un flux pour la réflexion, un flux pour l'imagination, et puis un flux pour aussi apporter des réponses originales à des questions d'usage, par exemple. Est-ce que l'architecte a encore de l'imaginaire? Oui, moi, ce que je tirerais comme leçon de ce que nous raconte Philippe, c'est que dans le fond, il est en train de définir ce qu'est le travail de l'architecte, c'est-à-dire d'exploiter les ressources du contexte, que ce soit un bâtiment ancien. Lui, il a cette chance de travailler sur des bâtiments historiques d'une certaine valeur et qui, je comprends bien, sont tout à fait intéressants à examiner, décortiquer. Mais c'est exactement pareil lorsque vous faites un bâtiment neuf. Donc, comment dirais-je, les références, l'existence sont différents. C'est des lois, c'est des règles, c'est des démarches, etc. C'est des entreprises, des savoir-faire, etc. Donc, l'architecte, c'est avant tout quelqu'un qui travaille avec l'existant. Ça n'est pas possible, ce métier-là ne peut pas exister si on n'a pas cette dimension-là. Bien sûr. Alors, mais du coup, c'est vrai que la question se pose quand même sur le neuf, notamment, on l'a vu, ce que je disais tout à l'heure, pendant très longtemps, on s'est attaché à faire des économies d'énergie, à faire des boîtes étanches, à faire des bâtiments performants avec des réglementations fortes. Et finalement, est-ce que tout ça, toute cette réglementation, est-ce que ça ne s'est pas fait un peu au dépend de la qualité architecturale parfois? Et est-ce que ça ne vous a pas un peu bridé aussi? Comment on reste dans cet imaginaire important de l'architecte? Non, mais il faut bien penser que la contrainte est libératrice. C'est-à-dire que justement, c'est ce que dit un petit peu Philippe, la contrainte est libératrice. C'est-à-dire c'est d'accepter la contrainte qui vous permet justement de vous dépasser, d'aller vers des solutions que vous n'auriez peut-être pas envisagées. Et donc, je ne vois pas en quoi ça pourrait être une limitation à la qualité architecturale. La qualité architecturale, elle dépend avant tout, j'allais dire, de la démarche de l'architecte. Ce n'est pas parce qu'on va lui créer un contexte réglementaire plus libre ou, je ne sais pas, des budgets impossibles qu'il va faire mieux. Pas du tout. En plus que c'était important d'avancer sur ces questions environnementales. Oui, oui, tout à fait. Bon, les questions environnementales ont toujours été présentes chez les architectes. Si vous prenez même, moi je suis un fanatique de l'architecture vernaculaire. Vous prenez l'architecture vernaculaire, c'est une architecture qui avait une conscience et une manière de se positionner par rapport aux ressources locales, en matériaux, mais aussi, bien sûr, en savoir-faire, en technique, en environnement, en orientation, en climat, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on trouvait une telle diversité de cette architecture et qu'on la trouve encore quand elle est encore vivante, de partout dans le monde. Et ce qui fait la richesse, d'ailleurs, l'incroyable richesse de cette architecture-là. Puis finalement, la vocation de l'architecte, à la base, c'est quand même de construire des abris, de s'abriter des intempéries. Sur cette partie, sur cette question de
perte de la qualité qui a parfois été mise en avant. Vous en pensez quoi, vous, Monsieur Prost? Est-ce que c'est quelque chose, c'est pas une perte de qualité, c'est que finalement on n'a pas assez fait appel aux architectes? Je pense que ce qui est très difficile, c'est de définir ce qu'est la qualité, parce que chacune et chacun d'entre nous va peut-être cibler quelque chose de différent qui, à ses yeux, caractérise la qualité. Mais et donc, la qualité de quelque chose n'est pas la qualité pour quelqu'un d'autre. Enfin, c'est une notion, la qualité, c'est comme aujourd'hui, c'est une thématique très en vogue, le beau. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau? L'épreuve de philo était hier. Oui, donc, c'est des questions très difficiles. Moi, ce que je crois, par contre, c'est que la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors j'ai un peu prêché pour notre chapelle, hein, mais la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce que tu parles d'architecture vernaculaire, et effectivement, l'architecture vernaculaire, c'est une architecture sans architecte, a priori, ou en tout cas avec un maître maçon, mais pas un architecte au sens de ce que nous a appris la Renaissance. Mais l'architecture vernaculaire, elle a fonctionné en logique de circuit court, elle a trouvé des ressources, elle a compris un climat, le vent, le soleil, la pluie, comment s'installer. On le voit aujourd'hui dans les grandes catastrophes climatiques. On voit bien que les parties anciennes du vernaculaire, en général, y échappent et que les urbanisations récentes, par contre, sont systématiquement éliminées. Mais ça, c'est une chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il y a des progrès considérables qui ont été menés dans toutes sortes de disciplines scientifiques, toutes sortes d'outils avec des ingénieurs qui ont des capacités d'analyser, de chiffrer, de quantifier, de voir comment on peut modifier. Et je pense qu'il y a une chance qui s'offre pour les architectes dans ce contexte-là, c'est il y a un moment donné, on a besoin de collecter toutes ces informations pour en faire un projet. Parce que vous nous parliez de la boîte étanche, de la somme de règlement. C'est peut-être quand il y a un défaut d'architecture et de présence d'architecte qu'on en arrive à cette solution. Parce qu'on met bout à bout des normes, des critères, mais ça ne fait pas un projet. Ça fait peut-être, dans ce que disent certains, un produit, mais ça ne fait pas un projet et ça ne fait pas un lieu ou ça ne définit pas un usage. C'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment la spécificité de l'architecte, c'est d'être capable de tisser des liens entre ces différentes connaissances, de travailler avec bureau d'études, avec maître d'ouvrage. Aujourd'hui, on vous en demande beaucoup quand même. Oui. On complexifie aussi votre métier. On voit, c'est toujours un peu l'éternelle question, architecte-ingénieur, les deux en même temps. On demande beaucoup aux architectes aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut mettre en évidence et de clarifier ce qu'est devenu aujourd'hui la commande architecturale, et notamment en matière de logement. Parce que ce que vous dites, à savoir qu'on doit le vivre comme une contrainte, comme des règles, mais on est obligé de le faire parce que la production de logements, la production des villes est laissée aux mains de l'initiative privée. Et que l'initiative privée, ce que je reconnais tout à fait, elle doit agir avec des objectifs qui ne sont pas ceux de la qualité architecturale. Donc, vous êtes obligé de faire des règles, des règlements. Je l'ai écrit, je l'ai dit. Si on n'imposait pas dans les règlements qu'une pièce ainsi dénommée doit avoir au moins une fenêtre, il y a longtemps on ferait des logements sans fenêtre. Évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas inverser le problème en disant que la réglementation nous contraindrait. Non, quelque part, elle nous aide. Elle nous aide à nous, architectes, qui travaillons avec des objectifs de qualité, de ne pas effectivement avoir à faire des logements ou des villes, on va dire des immeubles, où justement on ne respecterait pas un minimum de réglementation. C'est certain que bon, toute la réglementation n'est pas faite pour contraindre les architectes, j'allais dire, elle est faite plutôt pour les libérer. Et vous faire innover aussi en termes d'intelligence des matériaux, justement de retrouver aussi cette qualité de savoir mettre le bon matériau au bon endroit. Alors après, il faut reposer le problème aussi différemment, c'est-à-dire qui fait les règles. Et c'est là, effectivement, on peut tomber sur des aberrations. Parce que les règles sont faites, vous le savez aussi bien que moi, quand même sous la pression d'un certain nombre de lobbies, c'est industriel, et que, par exemple, une des erreurs qu'on fait majoritairement, c'est par exemple de mettre de l'isolation thermique dans les logements. Je suis sûr Philippe a été confronté à des bâtisses, des bâtiments militaires qui avaient un grand confort. Il n'y a jamais eu d'isolant thermique dedans.
Alors pourquoi d'un seul coup, il faudrait se dire qu'on a besoin d'isolants thermiques? Ben, on en a besoin parce qu'effectivement, certains lobbies, ça permet d'écouler. On parle performance, on parle confort. Oui, on a le confort parce qu'on a mal bâti les logements. Comme on les bâtit mal, effectivement, après on est obligé de récupérer en quelque sorte le confort ou en tous les cas faire des économies d'énergie, mais ça ne s'impose pas. Enfin, je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais on a parlé d'architecture vernaculaire. On s'est rendu compte qu'effectivement les bâtiments anciens, traditionnels, avaient un confort bien supérieur au confort de ceux qu'on a aujourd'hui, mais surtout, ils avaient une économie d'énergie qui était excellente. Alors, où est le problème? C'est vrai qu'on a une équation ici difficile à régler en quelques minutes. Vous voulez réagir? Je crois d'abord qu'il y a... Je partage ce que dit Gilles. Je pense que d'abord, on n'a longtemps pas eu les outils de calcul adaptés aux bâtis anciens. Parce qu'il y a le bâti pré-industriel. Tout ce qui a été construit avant la révolution industrielle présentait une recherche. Quand on parle d'épaisseur de murs, on construisait des murs beaucoup plus épais. On n'utilisait pas le béton armé. Il y avait une forme de respiration du mur. Enfin, tout ça est connu, archi connu aujourd'hui. Mais encore, il y a très peu de temps, un bureau d'études ne disposait pas d'outils qui lui permettaient d'évaluer l'échange d'air, l'inertie thermique d'un mur de pierre et ainsi de suite. Ça, aujourd'hui, on est en train de franchir cette étape. Et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de travailler avec des bureaux d'études qui sont engagés dans ces démarches et que l'architecture, c'est vraiment une œuvre collective. Après, le patrimoine qui a été bâti, le patrimoine au sens presque immobilier du terme, notarial, on va dire, pas le patrimoine architectural. Le patrimoine qui a été bâti après la Seconde Guerre mondiale, il a répondu à une urgence et à une massification des besoins. Et il a utilisé massivement le béton. Bon, évidemment, à l'époque, les problématiques qu'on se posait n'avaient rien à voir avec celles qu'on se pose aujourd'hui. D'abord, on pensait que les ressources étaient infinies, que la science réglerait tous les problèmes. Et puis, on sortait d'une guerre avec des destructions, des morts. Et évidemment, on ne se posait sûrement pas les questions tout à fait de la même façon. Mais aujourd'hui, ces patrimoines-là, bâtis, on se rend compte qu'ils ont des marges de progression pour les adapter, pour les transformer, à la fois en termes d'usage et en termes de rapport à l'environnement. Donc, on voit bien cela. Et on voit que là aussi, on a besoin d'être des équipes soudées. Et je pense que le caractère normatif, comme tu le disais, Gilles, pour avoir fait une réunion de travail pas plus tard qu'hier matin avec des bureaux d'études, je pense que quand chacun est à sa juste place et met sa pierre à l'édifice, en fait, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et on apporte des réponses collectives qui font sens et qui créent de la qualité architecturale. Parce que la qualité architecturale, c'est aussi le fruit d'une certaine forme d'économie des moyens, de frugalité. C'est pas forcément parce qu'on a un budget illimité qu'on va faire un bâtiment plus beau, même je crois que c'est plutôt le contraire. Donc en fait, il faut voir qu'on a peut-être un moment où il y a un caractère vertueux qui est en train de se passer, qu'on voit peut-être pas bien parce que ça... L'architecte n'est plus seul en fait. Aujourd'hui, voilà. Souvent, on le mettait tout seul dans un coin. C'était le créateur qui était... Il était pas dans le coin. Il était le créateur. Voilà. Il signait et puis voilà. Et voilà. Alors que là, on voit bien qu'aujourd'hui, que c'est un travail de groupe, d'équipe. Multidisciplinaire aussi. Multidisciplinaire et qui va même d'ailleurs convoquer des disciplines autres que celles simplement de l'ingénierie, du thermicien, de l'ingénieur structure ou de l'environnemental, qui peut aller chercher d'autres ressources qui sont celles de la manière d'habiter, ça peut aller vers la sociologie, ça peut aller vers toutes sortes de domaines. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait œuvre de projet au sens noble et au sens qualitatif du terme. Ça veut dire un certain engagement des acteurs et des acteurs de la conception, mais aussi des acteurs donneurs d'ordre, des maîtres d'ouvrage, des clients. Et je pense que, alors je suis peut-être un peu là trop optimiste aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me dis qu'il y a en tout cas des situations où on trouve des belles conjonctions et où on voit bien qu'on peut arriver à faire de ce moment un moment de bascule, justement. Vous voulez peut-être réagir ? Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Non, il parle peut-être bien. Alors, je vous ai pris tous les deux parce que je savais que vous parliez bien. Mais justement, alors peut-être parler de l'intelligence des matériaux. Et après, je vous laisserai poser votre question parce que je pense que justement, elle sera intéressante à ce moment-là. Sur l'intelligence des matériaux, ce qui est très étonnant, c'est que voilà, on a fait beaucoup de progrès, on a mis plein de matériaux différents, etc. Et aujourd'hui, on revient aussi à ces matériaux comme la pierre que vous
travaillé beaucoup, où finalement, c'est comme si on revenait à l'architecture à sa base, finalement. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, cette intelligence des matériaux aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est les matériaux qui sont intelligents, mais... C'est l'intelligence de les employer au bon endroit oui. et au bon... Oui, ben, ça rejoint un petit peu aussi ce que je pense. On a peut-être franchi des étapes dans la manière de penser ou de concevoir les bâtiments qui sont peut-être trop sophistiqués par rapport aux besoins. Je sais qu'il y a un concept récent qui a été validé, qui est celui de la solidité, c'est-à-dire que dans le fond, on n'a pas besoin d'être aussi pointu qu'il faudrait dans la construction et la conception, notamment puisqu'on parle plutôt des logements, et que la manière de faire, on rejoint encore là une fois peut-être le vernaculaire sans en faire une religion, c'est qu'effectivement l'utilisation de matériaux naturels tels que l'avaient fait nos ancêtres, ils l'avaient éprouvé sur de suffisamment long terme pour comprendre que ces habitations et l'utilisation de ces matériaux correspondait assez bien à un confort attendu, à un bonheur même aussi d'être dans ces logements. Et tout ça, en plus, sans forcément de réglementation. J'ai envie de demander à Monsieur Prost justement de vous poser la question. J'avais demandé à chacun de poser une question à l'autre. Et je ne sais pas vous, mais je pense que votre question est intéressante maintenant. Oui, oui, moi j'avais envie de poser comme question à Gilles. Alors, puisque tu vis une partie du temps en Afrique, Oui. Quel est l'enseignement que tu tires de la vie au Sénégal dans un environnement climatique là, qui est tout autre, et aussi avec une question des ressources mobilisables en tant que matériaux, des ressources humaines aussi en tant que savoir-faire. Et est-ce que cette pratique-là, tu lui vois un écho ou une résonance dans ta pratique, j'allais dire, en France ou en Europe? Oui, bien sûr. Enfin, pour répondre de manière très claire, et si je suis là-bas, c'est effectivement aussi parce que ça m'apprend à comprendre des situations qui risquent probablement d'être les nôtres prochainement, hein, notamment sur le plan climatique. Donc, c'est dire qu'est-ce qu'on va faire quand nos climats vont être quasiment tropicaux. Parce qu'on le sait, alors je sais qu'il y a peut-être encore des climato-sceptiques, mais c'est un constat qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire un changement des conditions climatiques. Ça, c'est ce que j'apprends. Mais j'apprends aussi une chose extraordinaire, c'est justement de construire des maisons, de construire des bâtiments publics aussi, en utilisant les ressources locales et avec un niveau de simplicité par rapport à ces ressources. On n'a pas de réglementation, enfin la réglementation n'est pas du tout la même, et il n'y a pas même question de coût qu'on connaît nous ici qui est différente. Ne considérons pas l'Afrique comme nécessairement des pays. Ah non, c'est pas ce que je tenais à dire. J'étais plutôt dans le sens. Si on prend le Sénégal, c'était pas ça que je disais. Hein. C'était plutôt ce côté, voilà, une réglementation qui n'est pas la même par rapport à ce qu'on Alors connaît. probablement que les réglementations sont différentes. C'est d'ailleurs ce que tu dis, je crois, à un moment donné, c'est que quand on aborde un projet, on travaille un peu comme un enquêteur, hein, c'est-à-dire que enquêter, quêter, donc savoir ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut avoir, c'est aussi bien des matériaux, mais c'est aussi avec qui je peux le faire. Hein, avec des entreprises, avec des artisans, avec des maçons. Et comme je construis dans des lieux un petit peu paumés du Sénégal, hein, parce que je suis en train de faire un bâtiment au milieu du désert, on est obligé de penser justement le projet et de tirer la qualité même à partir de conditions très indigentes. Hein, c'est-à-dire, j'appelle ça, moi, l'intelligence de l'indigence. C'est-à-dire que ça vous oblige. Hein, on revient peut-être à cette notion, comme on le disait tout à l'heure, de la contrainte. Ça vous oblige à être encore plus intelligent. Parce que comment je fais au milieu du désert pour faire des bâtiments avec lesquels, enfin, j'ai pas les moyens techniques qu'on peut avoir ici. Je construis à la main. Il y a que des. L'autre jour, j'étais sur mon chantier, il faisait 48 degrés. Donc, vous imaginez déjà ce que ça veut dire en termes de travail, de comment on peut faire que les gens, les hommes et les humains qui travaillent dans ces situations-là peuvent arriver à produire des bâtiments. Et ils y arrivent.
Ils y arrivent, on y arrive, et on fait des choses extrêmement intéressantes, confortables, de qualité. Voilà. Et donc, c'est un peu tout ça que j'apprends là. C'est-à-dire, grosso modo, on me dit, ben, t'es dans le désert, t'as rien, qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà. Inversement, est-ce que vous aviez une question? Alors, J'avais une on l'a un question, petit peu évoqué. Oui. Bon, évidemment, il l'a largement développé. Donc, mais justement, je vais lui retourner la question parce que tu parles beaucoup, effectivement, de bâtiments anciens, enfin, historiques, sur lesquels tu travailles. Donc, tu trouves tous ces points d'accroche, enfin, ces éléments qui te permettent de constituer presque même parfois donc, une imagination différente dans l'espace et tout. Mais si tu devais nous dire comment tu ferais pour un bâtiment qui ne serait pas historique, qui serait contemporain, est-ce que l'inspiration des ruines, enfin pas des ruines, mais pas nécessairement des ruines, mais des bâtiments militaires sur lesquels tu travailles, peuvent t'enseigner ou nous enseigner comme dans la démarche? Oui, alors oui, ça me nourrit toujours parce qu'il y a toujours cette formule du par art et par nature qui est chère à Vauban, qui imagine que toute situation, alors là on est dans l'architecture de guerre, mais toute situation fortifiée, militaire... C'est normal, hein, l'architecture de guerre, on va y revenir. Oui, a des points forts et des points faibles. Et que là, la nature met à disposition une topographie, des obstacles, des conditions qui permettent de s'assurer d'une certaine force de la défense. Et quand il y a un point faible, c'est l'art, c'est-à-dire l'artificiel, c'est-à-dire ce que les humains, comme tu dis, les ingénieurs vont apporter pour donner un équilibre. Et ça, en fait, pour moi, c'est la base de tout projet, que ce soit même un bâtiment neuf, ce qui m'arrive aussi, parce que finalement, quand on est dans un contexte qu'on analyse, il y a des points forts qui nous permettent, qui nous sont donnés, parce que la nature, c'est pas uniquement le relief, la géologie, c'est aussi ce qui préexiste dans l'idée de Vauban, le rempart médiéval dont il va faire un rempart bastionné. Donc c'est pareil dans l'architecture, quand on a à concevoir un bâtiment, de toute façon, on est dans un contexte, on est dans un lieu qui a une épaisseur temporelle, historique, et où il faut travailler avec ces éléments pour finalement modifier la situation et lui apporter une réponse avec la plus grande économie de moyens possible, en mobilisant tout ce qui est déjà là et en apportant le minimum, mais ce qui fait qu'avec ce minimum, on transforme complètement une situation. Donc pour moi, c'est quand même la leçon à la fois d'une recherche de pérennité et d'ambition de frugalité. C'est un peu la combinaison. Oui, mais alors justement, est-ce que quand tu fais un bâtiment contemporain, est-ce que tu le fais comme tes casernes de Vauban, là, ces trucs extrêmement sévères, simples, sans rien, sans décoration Ah ben non, pas forcément. Mais par contre, la logique d'une paroi verticale, c'est d'être solide, c'est ce que tu disais avec l'emploi de la pierre, c'est de ne pas être à se questionner sur sa durabilité parce qu'on lui a donné toutes les caractéristiques, l'épaisseur, le matériau qui fait que c'est quelque chose qui va être éminemment durable et sur lequel on n'aura pas besoin de revenir dans la minute pour le transformer. Et c'est aussi des espaces disponibles, des espaces capables, qui est quelque chose qui nous permet de voir des programmes évoluer et habiter autrement les mêmes lieux. Et on arrive un peu au terme, malheureusement, de notre échange, mais j'ai envie quand même de terminer. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur votre métier aujourd'hui, sur l'architecture? Est-ce qu'on peut espérer encore un futur heureux de l'architecture? Vous aimez à le dire, Monsieur Perroda? Est-ce qu'on a l'air de gens malheureux? Non, on est plutôt heureux. Donc je pense que pour nous, le métier est absolument tellement passionnant que... Qu'est-ce que vous diriez à un jeune architecte ou une jeune architecte ou un jeune qui voudrait, pourquoi pas, s'intéresser à ces questions-là pour le convaincre de venir faire de l'architecture? Je sais bien que je suis vieux, mais j'ai été jeune, donc on a aussi été passionnés, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent travailler chez moi, et je peux vous dire qu'ils sont passionnés par ce qu'on fait. Parce que souvent, on voit qu'ils disent que c'est plus compliqué, que de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de liberté. Vous leur dites que non. Moi, je dirais qu'ils ont... c'est un métier, c'est des métiers d'ailleurs, qui offrent beaucoup de perspectives, beaucoup de possibilités de changer le monde à son échelle, pas à l'échelle globale, parce qu'il y a des politiques, il y a de l'économie, et ça, l'architecte n'est pas en position. Mais par contre, à notre échelle, à l'échelle de tous les jours, du quotidien, en fait, tous les jours, quand on s'emploie, on s'applique
à faire une architecture à laquelle on croit, de qualité, que l'on partage, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et je pense pour quelqu'un de jeune, c'est l'idée qu'il va rencontrer des personnes qu'il ne rencontrerait jamais, parce qu'il va rencontrer quelqu'un qui est manœuvre sur un chantier, mais il va aussi rencontrer une mère, il va rencontrer toute la société. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel dans nos métiers, parce que je crois que ça n'existe pas dans tant de métiers que ça, d'être en contact avec toutes les couches de la société. Et quand on les écoute, toutes ces couches de la société, ou qu'on essaye de se mettre à leur service, on se rend compte qu'on a énormément de choses à apprendre et qu'on est donc dans un métier où on continue toute sa vie d'apprendre. Et ça, rien que ça, je crois que ça vaut le coup de tenter. Alors, il y a aussi enfin, voilà, on parle aujourd'hui, il y a les crises qui se succèdent, les difficultés, etc. C'est aussi un moment pour l'architecte de se remettre au centre du jeu aussi, dans cette échelle, cet acte de construire, de rénover. Et je pense, parce qu'en fait, il y a une complexité. Il faut être plusieurs pour y travailler, mais à un moment donné, il faut quand même donner une forme, une écriture aux choses, leur donner un sens. Et je pense que c'est un peu ce à quoi travaille l'architecte. Et du coup, pour moi, c'est éminemment un métier d'avenir, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'on dialogue avec les gens. Je pense que le métier a complètement changé, est en transformation complète, mais c'est un métier porteur de solutions à nos problèmes. Et puis je pense que toutes les époques ont connu des problèmes. Aujourd'hui, on a des médias très puissants qui nous disent toute la journée qu'il y a des problèmes. Non, nous, on apporte des solutions, on essaye. Non, mais il y a toujours eu des problèmes. Et d'ailleurs, l'architecture a toujours eu besoin d'essayer de répondre à des questions que posait la société. Moi, je crois l'enjeu important, c'est de rendre l'architecture populaire. C'est-à-dire que toutes les personnes, quel que soit leur milieu, leur âge, leurs conditions, comprennent que l'architecture les concerne, que le bâtiment, ça les concerne, parce qu'ils vivent dans des bâtiments, des fois ils vivent mal, mais pour des raisons malheureusement qui sont liées à l'architecture, qui peuvent être liées au bâtiment, mais n'empêche que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et surtout l'ensemble du territoire. Et surtout l'ensemble du territoire, et que trop souvent les gens, on le voit quand on fait des portes ouvertes ou quand on fait des réunions publiques, on voit que les gens se disent « Ah, c'est pas pour moi, j'ai pas le bagage ». Il n'y a pas besoin d'avoir de bagage. Tout le monde vit dans de l'architecture. Donc ça, c'est très très important de tambouriner ça pour que les gens s'approprient la question de l'architecture, et avec eux, on saura ce qui leur plaît à vivre dans l'architecture. Un mot de la fin, Monsieur Perrodin? Je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Mot de la fin, et vous avez effectivement. Vu, on est presque dans le temps imparti. Si on devait convaincre des jeunes architectes d'embrasser ce métier, c'est effectivement que c'est un métier aussi de la création, et de la création pour trouver des réponses pour le bonheur, comme je le dis, pour le bonheur des gens. C'est pour ça que je le dis souvent, l'architecte fait un métier social. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'oublie souvent. À son adresse à lui, mais à la société tout entière. Et c'est cette éthique, en quelque sorte, qui doit nous animer. Et c'est celle-là qui doit donner aux jeunes architectes la dimension de faire une vie exceptionnelle. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Alors j'ai malheureusement un peu débordé, mais vous n'en voudrez pas. On n'a pas beaucoup de... on n'aura pas de questions-réponses, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de M. Prost et Perrodin. Merci vraiment à tous les deux pour cette discussion passionnante. Et on va tout de suite enchaîner